Ah, il paraît qu'il marche. Donc bonjour à tous. Bienvenue à notre quatrième ou cinquième séance des auditions du jeudi ou des jeudis du débat. Je suis ravi d'accueillir parmi nous pour cette première partie M. Mestralet, Gérard Mestralet. Lors de notre seconde partie, nous accueillerons M. Claude Turmes, qui est député européen, que je salue. Je pense que tout le monde connaît Gérard Mestralet, diplômé de l'Institut d'études politiques de Toulouse, de Polytechnique, de l'ENA, a commencé sa carrière à la direction du Trésor au ministère de l'Économie, où nous nous sommes furtivement croisés. Il rentre en 1984 à la compagnie financière de Suez en tant que chargé de mission. En 1991, il est nommé administrateur délégué et président du comité de direction de la Société Générale de Belgique. En 1995, il devient PDG de la compagnie de Suez, puis en 1997, président du directoire de Suez Lyonnaise des Eaux. En 2001, M. Mestralet est nommé PDG de Suez, puis PDG de GDF Suez, lors de la fusion de Suez avec Gaz de France en 2008. Le rôle de GDF Suez est bien connu sur le plan national et international. Il est considéré comme le deuxième groupe mondial de l'énergie, la plus grande société de services publics au monde en termes de chiffre d'affaires. Et depuis le rapprochement avec l'électricien britannique International Power, le groupe est également le premier producteur indépendant d'énergie au monde. Ceci fait donc une carte de visite assez sublime. Et je vous passe la parole pour que vous nous parliez de votre vision de l'énergie et de la transition énergétique. Merci à vous. Merci à vous. Merci Thierry Val. Madame la ministre, mesdames, messieurs, bonjour. J'espère que ça marche. D'accord. Donc merci beaucoup de fournir l'occasion de dialoguer avec vous et d'exprimer le point de vue de GDF Suez sur la transition énergétique. La transition énergétique, à nos yeux, c'est une réalité d'abord aujourd'hui, réalité européenne, c'est une nécessité. Et le débat sur la transition est une opportunité également indispensable. Alors GDF Suez est très fortement impliqué dans le débat sur la transition énergétique avec, je dirais, trois convictions. Premièrement, ce débat est essentiel, nous semble-t-il, pour permettre à tous de saisir les enjeux et la profondeur de la mutation. Cette transition énergétique n'est pas une réalité toujours bien comprise. Et en tout cas, c'est à nos yeux une réalité européenne déjà largement engagée. Deuxièmement, c'est aussi une occasion dans nos industries, qui sont des industries du temps long, de dégager de la visibilité sur le long terme à la suite de ce débat et d'élaborer des pistes très concrètes pour le moyen terme. Troisièmement, il nous semble évidemment nécessaire qu'un dialogue avec toutes les parties prenantes qui sont réunies dans cette commission nationale du débat pour construire ensemble la transition. C'est un peu à l'image du dialogue social dans notre pays. Alors, ce débat, il est aujourd'hui doublement légitime. D'abord parce que le contexte énergétique mondial est en pleine transformation et deuxièmement, il y a aussi un bouleversement du paysage énergétique et des acteurs eux-mêmes. Alors je m'explique sur chacun de ces points. D'abord, le contexte énergétique mondial. Tel que nous voyons aujourd'hui un monde à 3 vitesses, 3 blocs. Il y a évidemment le monde émergent. On sait que d'ici 2030, 80 à 90% des besoins additionnels de consommation d'énergie sont situés dans les pays émergents qui ont tout simplement soif d'énergie. Et là, les besoins sont avant tout quantitatifs, même si ces pays ne sont pas insensibles aux questions de climat, aux questions d'efficacité énergétique. Néanmoins, il est clair que sans suffisamment d'énergie, il n'y a pas de croissance. Et donc,
ces pays, c'est une tête de course à l'accroissement des capacités de production d'électricité, simplement, et d'énergie, faute de quoi la croissance se ralentira. Certains pays, comme le Brésil, en ont fait l'expérience, et ils veulent donc l'éviter. Donc, dans les pays émergents, des besoins très largement quantitatifs. Il y a l'Amérique du Nord, qui est marquée par la révolution gaz de schiste, huile de schiste, qui font l'objet effectivement de beaucoup de débats, mais en tout cas dont les conséquences sur place et à travers les flux de charbon en Europe sont déjà largement une réalité plus que perceptible. Et enfin, troisième monde, le monde européen. L'Europe est entrée dans une période de faible croissance économique, et donc entrée depuis à peu près 2008 en situation de contraction de la demande en matière de besoins énergétiques. Et après tout, c'est assez facile à comprendre, puisque on fait en Europe beaucoup d'efficacité énergétique, des économies d'énergie, on vise à la sobriété énergétique. C'est évidemment normal pour peu que ces actions soient efficaces. Nous essayons d'y contribuer. À croissance économique faible, la demande énergétique est négative. Et si la croissance repartait un jour, ce qu'on peut espérer, dire que la demande d'énergie sera elle-même faible ou peut-être voisine de zéro. Donc ça, c'est une situation radicalement nouvelle, puisque le continent avait connu 50 ans de croissance continue de la consommation d'électricité et de gaz, et que depuis 2008, ces mêmes consommations diminuent, et il y a tout lieu de penser que cette décroissance va continuer. Deuxièmement, il y a aussi un bouleversement du paysage énergétique et des acteurs. Je dirais, pour simplifier, c'est la fin du modèle également qui a prévalu pendant 50 ans. Modèle qui, au fond, était un peu hérité des anciens monopoles par pays, ou, comme en France ou en Belgique, ou par région, comme en Allemagne, des monopoles qui étaient présents de l'amont à l'aval, de la production, transport, la distribution, les ventes, chargés aussi de la sécurité d'approvisionnement. Ce modèle, il a explosé. Bon, je dirais qu'il est fini, ce modèle, ou finissant. Ce que j'appelle les 4 D qui expliquent cette transformation. Premièrement, la déréglementation, qui date depuis une bonne dizaine d'années, dérégulation, concurrence, unbundling, séparation des activités, qui évidemment changent complètement, ont changé depuis cette période, les bases juridiques, mais aussi de marché en Europe. Le deuxième D, c'est la décentralisation ou l'énergie distribuée. Donc, l'ancien modèle était basé sur des grosses machines, de grosses unités de production, grosses lignes à haute tension qui irriguaient la région ou le pays. Les technologies des énergies renouvelables, mais les technologies en général, permettent aujourd'hui d'envisager des productions par de petites unités. C'est vrai pour les petites cogénérations. Dans même pas le quart de cette pièce, on peut mettre des petites cogénérations qui vont assurer la production d'électricité et de chauffage pour des très grands immeubles. C'est vrai pour les éoliennes. On a des unités d'éoliennes, 1 ou 2 mégawatts. On peut installer au fond de son jardin. Il y a le solaire. Le solaire avec des panneaux solaires qui sont de petites dimensions individuelles, qui permet d'ailleurs aux consommateurs de devenir producteurs. Et toutes ces unités peuvent être au plus près des territoires. C'est vrai pour les unités de biomasse, qui peuvent être de petites dimensions. On regroupe quelques
quelques exploitations agricoles. J'y reviendrai parce qu'on voudrait le faire bien davantage. Même chose pour la géothermie. Géothermie, on pensait pendant longtemps à la géothermie pour produire de l'électricité dans quelques pays où on allait chercher de l'eau à 300 degrés pour produire de la vapeur. C'est ce que d'ailleurs nous faisons en Indonésie. Mais aujourd'hui, on peut extraire à partir de l'eau à 50-60 degrés de la chaleur dans Paris. Nous le faisons dans Bruxelles. On a construit notre nouveau siège à Bruxelles et on va chercher de la chaleur pour nous, uniquement pour nous, avec des petites installations qui extraient la chaleur, des pompes à chaleur. Donc, on est vraiment passé d'un système très centralisé à un système qui se décentralise beaucoup. Ça, c'est le deuxième D. Le troisième D, c'est ce qu'on appellera en anglais la digitalisation, c'est-à-dire la convergence entre l'activité énergétique et les technologies numériques, technologies de l'information, qui permet d'envisager des capteurs communicants, des compteurs intelligents, des réseaux communicants et intelligents. Ceci permettant aussi d'envisager sur les stockages de l'électricité, des technologies qui vont devenir de plus en plus indispensables au fur et à mesure où les productions vont devenir autonomes, donc non prévisibles, et pour ce qui concerne les renouvelables, certains renouvelables, en tout cas le solaire et l'éolien, intermittentes. Et donc la nécessité de stocker de l'énergie, et notamment de l'électricité, ces questions vont devenir de plus en plus urgentes et importantes. Enfin, le dernier D, on peut appeler soit le déclin ou la décroissance, c'est ce que je mentionnais à l'instant. Depuis 2008, nous sommes en Europe, dans un univers où la demande d'énergie est en décroissance du fait de l'ensemble des volontés individuelles, collectives et de l'efficacité énergétique. Et GDF Suez a fait de l'efficacité énergétique pas un slogan. Nous avons une branche complète d'activité, 77 000 personnes totalement dédiées à l'efficacité énergétique, et qui fait de nous le numéro 1 en Europe dans ce domaine. Alors, c'est pour ça que, compte tenu de cette double légitimité, le débat devra évidemment tenir compte des multiples dimensions des questions énergétiques. Donc elles sont économiques et sociales, elles sont écologiques, et elles concernent aussi la sécurité d'approvisionnement. Alors, un mot sur GDF Suez dans ce contexte. Nous, dans notre secteur de l'énergie, en tout cas de l'électricité, gaz, nous sommes un acteur qui ne cherche pas à s'accrocher à l'ancien monde, mais qui veut au contraire accompagner et même anticiper les transformations du monde de l'énergie, transformations qui, je le répète encore une fois, ne sont pas les mêmes dans tous les pays du monde, ne sont pas les mêmes dans les pays émergents qu'en Europe. Alors aujourd'hui, qui sommes-nous ? Donc nous faisons une centaine de milliards d'euros de chiffre d'affaires. Au passage, on nous voit encore beaucoup, surtout en France d'ailleurs, comme l'entreprise qui vend du gaz. Bon. Alors c'est vrai, on vend du gaz aux Français, mais c'est 10% de notre chiffre d'affaires. 90% de notre activité, c'est autre chose que de vendre du gaz en France. Donc nous avons 220 000 personnes dans le groupe et une capitalisation de 40 milliards, ce qui, par ces trois facteurs, hors industrie pétrolière, nous dans notre métier électricité, gaz, donc les anciennes utilities, normalement, d'après nos informations, nous sommes le numéro 1. Voilà. Donc je ne sais pas qui était le numéro 2, mais qui était le numéro 1 dans votre classement, mais je ne le vois pas. Voilà. Donc, ça veut dire qu'en France, mais aussi en Europe, mais aussi aux États-Unis, aussi en Chine, dans notre secteur, il n'y a pas d'entreprise plus importante. Notre histoire est celle
d'alliances amicales. La dernière, vous l'avez cité, c'est International Power l'année dernière. Alors, quelques illustrations peut-être de cela. Dans l'électricité, notre groupe s'est construit, au-delà des alliances, en bâtissant dans le monde entier des barrages, des centrales à gaz, des fermes éoliennes, des centrales thermiques. Et au total, nous avons construit dans le monde émergent, je ne parle pas des États-Unis ou de l'Australie, dans le monde émergent, une capacité qui aujourd'hui est légèrement supérieure, alors il n'y a pas de nucléaire là-dedans, mais légèrement supérieure en puissance au parc nucléaire français. Mais ça s'est fait dans beaucoup de pays, puisque, si je puis dire, la place était prise ici en France. Quelques exemples de ce que nous faisons dans le domaine des renouvelables dans le monde émergent. 3 exemples. Dans la géothermie, dans l'île de Sumatra, en Indonésie, nous avons les plus grands projets mondiaux de 660 MW de production d'électricité à partir de géothermie. Au Maroc, nous venons de lancer la construction du plus important parc éolien de tout le continent africain, à Tafaya, au sud, sur la côte, 300 MW. Troisièmement, au Brésil, nous avons inauguré un barrage de 1000 MW il y a 2 mois avec Dilma Rousseff, et nous avons en construction un barrage qui s'appelle Jirao, 3750 MW, donc un très gros, c'est à peu près 4 centrales nucléaires tranche classique, qui est très fortement appuyé il était par Lula et par Dilma Rousseff. Voilà trois exemples de technologies renouvelables que nous déployons dans des pays. Je répète, dans chacun de ces cas, nous avons répondu à des appels d'offres. Nous ne venons pas avec nos projets sous le bras en achetant des terrains et construisant. Dans tous les cas, ce sont des appels d'offres lancés par tous les gouvernements. Nous participons à ces appels d'offres et dans ces cas-là, c'est que nous avons gagné. Dans le gaz, le groupe a une position de leader en Europe, devant E.ON Ruhrgas. Et nous avons décidé là aussi de déployer notre activité, notamment dans le gaz naturel liquéfié, dans le monde entier. Alors, on était très localisé sur le bassin atlantique, où Suez avait une position historique forte. Nous étions le premier importateur de gaz naturel liquéfié aux États-Unis. Alors, inutile de dire que maintenant, les États-Unis n'ont plus besoin de personne. Le gaz, ils sont autosuffisants. Donc, nous avons redéployé nos activités vers l'Asie, vers le bassin Asie-Pacifique. Et on a signé des accords avec les Chinois, avec les Coréens, avec les Indiens, avec les Thaïlandais, les Japonais et la Malaisie. Dans le domaine du GNL, GDF Suez est le numéro 3 dans le monde. Enfin, je dirais peut-être surtout, compte tenu de notre débat, nous sommes le premier fournisseur de solutions d'efficacité énergétique en Europe. Et je dis tout de suite, notre identité en est profondément transformée. Nous ne sommes plus un fournisseur simplement de commodités, fournisseur de mètres cubes de gaz ou de kilowattheures d'électricité, mais nous sommes le partenaire énergétique de nos clients, que nos clients soient des industriels, soit des collectivités locales, territoriales, des pays parfois, soit des individus ou des grands centres tertiaires, des grands centres urbains. Notre objectif, c'est de les accompagner nos clients dans cette transformation, les aider à réduire la consommation d'énergie. On dit parfois les producteurs d'électricité ne peuvent pas à la fois vouloir vendre de l'électricité et aider les clients à réduire leur consommation. Nous pensons d'abord que ce que nous vendons a beaucoup de valeur et puisque ça a de la valeur, il faut y faire attention, il faut l'épargner. Et qu'aujourd'hui, de toute façon, si nous n'étions
le veuille ou non, que dans la fourniture d'électricité et de gaz, ce serait une activité en régression et structurellement. Nous avons la chance d'avoir, depuis 10 ans, construit cette branche d'efficacité énergétique. C'est des marques que vous connaissez, Cofeli, Ineo, Endel. Alors, ce ne sont pas des grandes marques, c'est des sous-marques de GDF Suez, mais très présentes partout auprès des clients. Alors, GDF Suez, partenaire naturel de la transition énergétique en France, notre sujet. En France, nous avons 109 000 salariés, donc la moitié de nos effectifs dans le monde. Nous sommes une entreprise, je dirais, significative en France au plan économique, au plan de l'emploi. J'ajoute, nous sommes aussi le deuxième contribuable français, donc nous sommes fiers de payer des impôts. Mais nous sommes surtout le partenaire de la mutation énergétique. À travers notre offre de services d'efficacité énergétique. Alors, peut-être quelques exemples, parce que je dis pour des clients résidentiels, les collectivités, le tertiaire ou les industriels. Nous sommes par exemple le partenaire d'Airbus dans son usine de Toulouse. Nous avons investi 15% de l'usine. Et nous faisons tous les fluides, l'électricité, le gaz, l'eau sous pression. Et nous avons une espèce de concession privée de 20 ans. Nous travaillons aussi avec Sanofi, Pierre Fabre et beaucoup d'autres. Avec les villes, nous avons des contrats avec des villes, Nice, Bordeaux, Dijon, Dunkerque, Toulouse, avec les grands ensembles tertiaires. Les grands ensembles tertiaires, c'est les grands immeubles. Nous prenons en charge la gestion énergétique, c'est-à-dire à la fois thermique, électrique, chauffage, l'éclairage. Alors, en France, c'est les grandes tours de la Défense, mais c'est les plus grandes tours de Barcelone, les plus grandes tours de Londres, la plus grande tour du monde, Burj Khalifa à Dubaï, 800 mètres de haut. Nous avons, par exemple, 120 personnes à temps plein qui assurent la gestion de toute l'efficacité énergétique de toute la tour. Nous le faisons aussi, partenaire de mutation énergétique, à travers notre mix énergétique, qui est diversifié, faiblement carboné, la chaleur. Nous avons 140 réseaux de chaleur en France, 300 chaufferies biomasse, et nos réseaux de chaleur sont souvent alimentés en biomasse ou en déchets. Pratiquement toutes celles que nous refaisons, celles que nous gagnons, nous les reconstruisons avec de la biomasse ou des déchets. Nous avons le gaz, évidemment. Et puis l'électricité, notre électricité, dans 10 000 MW, elle est renouvelable à 50% en France. Donc essentiellement éolien. Nous sommes le premier acteur de l'éolien onshore en France, et d'assez loin. Nous avons 1200 MW installés. Nous sommes le deuxième dans l'hydroélectricité. Nous avons également du solaire et de la biomasse. Et tout ceci fait la moitié, donc 5000 MW, la moitié de nos 10 000 MW installés en France. Nous avons aussi une présence au plus près des territoires. C'est une des caractéristiques de GDF Suez. Par la nature de nos activités, nous n'avons pas de grosse concentration d'effectifs, mais nos 109 000 personnes sont présentes dans les villes, les petites villes, les villages, ou parfois de France. Et nous avons effectivement 150 ans au service des besoins énergétiques des territoires. Nous gérons donc des installations énergétiques thermiques, souvent pour le compte de tiers. Et aujourd'hui, nous apportons des réponses aux nouveaux besoins des villes. Nous avons un concept de territoire à énergie positive que nous développons pour les collectivités qui le souhaitent. Nous avons les éclairages publics peu consommateurs d'énergie. Nous avons développé le Smart City Dashboard, c'est-à-dire un tableau de bord pour les maires des grandes villes. La première ville d'ailleurs qui l'a retenu, c'est la ville de Barcelone, mais nous développons cette idée, ce concept en France aussi. Nous développons aussi la mobilité avec la gestion de certains tramways.
Nous développons les énergies décentralisées, notamment le biométhane. Je voudrais y revenir tout à l'heure. Ça nous paraît extrêmement important, le solaire photovoltaïque et le thermique, bien sûr. Alors, je rentre dans le vif du sujet sur l'efficacité énergétique. Donc, à nos yeux, premier pilier, je dirais, qui serait pratiquement utile dans tous les pays du monde, de toute politique énergétique. C'est particulièrement vrai en France. Moi, j'ai la conviction que cette efficacité énergétique doit être la première pourrait être la première des priorités de toute transition énergétique. Au passage, il est clair que, par exemple, dans le bâtiment résidentiel et tertiaire, plus de 40% de la consommation d'énergie finale est dans le bâtiment. Et à mon avis, il est important qu'une partie des propositions soit concentrée sur ce volet. Il y a eu de gros efforts qui ont été faits dans la construction neuve. Aujourd'hui, les bâtiments neufs sont extrêmement bien isolés avec la réglementation thermique de 2012. C'est 4 fois moins que ce que consomme le parc actuel de logements. Donc c'est une étape extrêmement importante, un saut quantique presque fait en matière d'isolation et d'efficacité. Mais c'est pour les logements neufs. Pour les bâtiments existants, en revanche, il y a incontestablement la nécessité de changer d'échelle pour atteindre l'objectif de 500 000 rénovations par an annoncé par le président de la République. Et je crois qu'il y a la nécessité de restaurer la confiance des ménages dans l'efficacité et la qualité de la rénovation énergétique. On voit bien qu'il y a toujours une hésitation avant de faire le pas de ces rénovations, qui sont d'ailleurs parfois coûteuses. En tout cas, c'est le retour que nous avons sur nos expériences dans le domaine. Alors, nous avons une proposition dans ce domaine, qui est la mise en place d'un passeport de rénovation énergétique, c'est-à-dire c'est un audit énergétique approfondi du logement et une proposition de travaux personnalisés et relativement standardisés. Et cette proposition serait ciblée sur les 4 millions de logements les plus énergivores. Nous pensons qu'il est utile de mobiliser tous les acteurs de l'efficacité énergétique, les collectivités territoriales, pour lesquelles il serait utile de regrouper les guichets, et d'avoir pour l'efficacité énergétique, si possible, un guichet unique, coordonner les structures locales existantes, notamment les structures locales de l'État, c'est-à-dire l'ADEME, l'ANA, etc. Les collectivités locales sont indispensables pour identifier les habitats les plus dégradés et pour aussi informer et orienter les ménages. Il faut aussi mobiliser les filières de la rénovation, c'est-à-dire les entreprises qui font des travaux, labellisés pour proposer des travaux simples, standardisés, à prix maîtrisé, pour réaliser des travaux préconisés dans les passeports. On dit parfois que la rénovation moyenne, c'est 40 000 € par logement dans l'ancien. À 40 000 €, on n'aura presque personne. Et donc, il faudra que ces propositions puissent aussi comporter des tranches. On commence par les fenêtres, qu'on a fait une double isolation, puis après, on isole les murs. Mais 40 000 € en bloc, ça n'ira pas très loin. Il faut évidemment mobiliser l'État pour cibler les aides, le prêt à taux zéro, le crédit d'impôt sur les logements les plus consommateurs d'énergie, et puis les établissements de crédit avec les analyses techniques qui leur seraient fournies et qui peut-être leur faciliteraient la vie. Alors, le financement par les énergéticiens des passeports rénovation et d'offres de suivi des consommations, c'est notre proposition, se substituerait pour les particuliers, pour ces logements-là, à leur obligation actuelle de certificat d'économie d'énergie, qui nous paraissent, dans leur système actuel, bien adaptés aux entreprises, mais peu adaptés au secteur résidentiel. Souvent ex post, puisqu'ils se traduisent souvent par une simple collecte a posteriori de factures, de travaux,
dont l'essentiel aurait été réalisé même sans les certificats d'économie d'énergie. Alors à l'inverse, en dehors du chauffage individuel, les obligations de certificat d'économie d'énergie, nous souhaitons reconnaissons qu'elles soient maintenues dans le secteur, dans le tertiaire, public et privé, dans l'industrie et le logement collectif et social. Il faudrait aussi que ce soit accru dans le transport. Alors ça, c'est un volet, le passeport. Nous pensons également qu'il faudrait développer des contrats de performance énergétique. Nous les pratiquons. Nous constatons qu'ils sont extrêmement utiles. Dans le résidentiel collectif, le tertiaire, mais aussi pour l'industrie de transport. Les contrats de performance énergétique engagent les opérateurs, comme nous, sur les résultats, avec des bonus-malus, en termes d'économie de mégawattheures consommés, et dans certains contrats, d'économie de CO2. Ces contrats de performance énergétique sont fondés sur une approche globale, isolation du bâti, on change l'exploitation énergétique, la chaleur, le froid, l'éclairage, et puis avec des capteurs, on peut modéliser et rendre automatique les coupures de chauffage et donc améliorer l'exploitation. Nous avons signé il y a 18 mois un contrat avec tous les lycées de la région Alsace. L'idée était d'atteindre 30% d'efficacité énergétique. On atteint 35%, qui sont constatés, et ça profite directement à la région. Dans un autre cas, c'est un office d'HLM d'Angers, et l'objectif était de faire 15% d'efficacité énergétique, et un an après, en 12 mois, on est à 30%, l'une des clés ayant été l'installation de compteurs individuels, qui sont extrêmement responsabilisants. Donc, il nous semble qu'il faut encourager les maîtres d'ouvrage publics à multiplier les appels d'offres. Alors, c'est vrai pour le logement collectif, c'est vrai pour les bâtiments publics, bâtiments communaux, bâtiments du département, des régions, de l'État. Je suis sûr que ce bâtiment ici pourrait être beaucoup plus efficace sur le plan énergétique. Et en tout cas, on pourrait demander d'atteindre des volumes cibles de CPE, ce qui permettra de réduire les coûts. Ça, c'est tout un volet, contrat de performance énergétique et passeport. Mais dans la transition, il faut aussi choisir un mix énergétique. Et quand j'ai dit mix énergétique, je ne dis pas seulement mix électrique, qui soit adapté à la diversité des usages. Vous le savez tous, mais l'opinion publique, ce ne sont pas toujours parce que le débat se focalise souvent sur l'électricité et puis sur le nucléaire. Or, le mix énergétique ne se résume pas à l'électricité. L'électricité, c'est 22% seulement de la consommation finale d'énergie. Sinon, si on passe à côté de 78% de la demande énergétique. À notre avis, il ne faut pas partir des centrales de production, mais à partir des usages. Bon, vous le voyez sur le tableau, il y a deux principaux secteurs en matière de consommation d'énergie. Il y a le secteur résidentiel et tertiaire d'abord, 40% de la consommation d'énergie en France, dont plus des 3/4 pour le chauffage. Donc le chauffage, c'est 30%. Donc le chauffage à lui seul, c'est plus que l'électricité. Et donc si on ne traite pas de front la question du chauffage, et il y a énormément de choses à faire dans le domaine du chauffage, si on se focalise sur le mix électrique, on ne traite qu'une partie de la question. Et deuxièmement, c'est le transport. Vous voyez, en vert, alors ça, c'est le transport qui est évidemment un peu absent, peut-être du débat, il va peut-être y rentrer. Mais par exemple, le gaz et le biométhane en particulier peuvent être des substituts au pétrole pour la mobilité, pour le transport. Et on en dira un petit mot tout à l'heure. En tout cas, peut-être 3 enseignements. Je crois qu'il y a une nécessité d'avoir une vision d'ensemble
qui partent de la demande secteur par secteur, en tenant compte des économies d'énergie, et encore une fois, pas seulement des scénarios électriques, et pas seulement des programmations électriques. Encore une fois, 78% du problème est ailleurs. Je crois aussi qu'à diversité des usages, il y a une diversité de solutions. Besoin d'un bouquet énergétique varié, pas de solution unique. Et d'ailleurs, nous sommes un peu, en tant qu'entreprise, à l'image de cela. D'ailleurs, nous sommes à la fois gaz, électricité, efficacité énergétique. Et dans le mix électrique, nous avons un mix qui est très, très diversifié. Nous avons toute la gamme des renouvelables, avec une forte composante hydroélectrique, en France, au Brésil, en Europe, en Belgique. Nous avons une forte composante centrale à gaz. Nous avons du nucléaire en Belgique, peut-être en Turquie bientôt. Et nous avons aussi dans certains pays du charbon. Donc nous sommes aussi divers. Troisième enseignement, les usages et les ressources varient selon les territoires. C'est vrai en France, c'est vrai dans le monde. Donc il y a une vraie pertinence de l'approche territoriale et une importance de l'ancrage local des différents acteurs. Et nous le voyons bien nous-mêmes, encore une fois, qui avons une très grande dispersion de notre présence sur tout le territoire français. Voilà. Alors, j'ai fait le choix d'un focus sur le chauffage dans les planches suivantes, qui est, à mes yeux, un enjeu clé de la transition énergétique. Alors, il faut des solutions de chauffage collectives ou individuelles, performantes, économiquement et écologiquement, ce qui veut dire faiblement carbonées. D'abord, il y a les réseaux de chaleur. Les réseaux de chaleur et de froid, au passage, sont des solutions collectives mises en œuvre sur les territoires et qui sont plus efficaces énergétiquement que les solutions individuelles. Et c'est d'ailleurs pour cela que les réseaux de chaleur existent depuis longtemps. Nous avons le réseau de la ville de Paris, il a plus de 50 ans, mais ça reste le plus grand réseau du monde aujourd'hui, la CPCU. Mais il y a un renouveau des réseaux collectifs, réseaux de chaleur et réseaux de froid, puisque la climatisation est un mode de consommation récent, et que les réseaux de froid, il y a aussi à Paris, avec Climespace, le plus grand réseau de froid au monde, mais ça se développe dans beaucoup de villes, à mon avis, il ne va pas rester très, très longtemps. Il y a 460 réseaux de chaleur en France, qui desservent 2 millions d'équivalents logements. Ce n'est que 6% du marché national du chauffage, contre 40% en moyenne en Europe. Donc la France est très très en retard en matière de réseaux collectifs de chaleur. Vous avez ici une illustration, ces décorations en bois, c'est le réseau de chaleur de Reims, qui alimente 17 000 équivalents logements et qui se fait majoritairement à partir d'énergies renouvelables, biomasse, chaleur fatale issue du traitement des déchets. La fiscalité est incitative à ce que, pour les réseaux de chaleur, plus de 50% des sources soient d'origine renouvelable, ce qui permet une économie de TVA. Et d'ailleurs, bientôt, le réseau de Paris sera dans ce cas, avec un mix biomasse, déchets et géothermie, puisqu'on peut extraire de la géothermie, je le disais tout à l'heure, ici même en région parisienne. C'est aussi, ces réseaux de chaleur, un moyen de développer certaines ENR de manière efficace, la biomasse, la géothermie, les énergies fatales de récupération, les déchets, bientôt probablement les bouts de stations d'épuration, les process industriels, et puis aussi les déchets agricoles. En tout cas, il faudrait, à notre avis, pérenniser, voire renforcer les incitations existantes, en particulier le fonds chaleur renouvelable. Donc, premièrement, pour le chauffage, les réseaux. Deuxièmement, les solutions performantes au gaz naturel,
souvent d'ailleurs couplées avec des ENR. Les chaudières à condensation, qui permettent une économie de 20% sur les consommations et sur la facture d'un client par rapport aux chaudières classiques, facilement couplées avec un chauffe-eau solaire par exemple, une solution de mix qui est très efficace et adaptée. Et les solutions performantes se substituent aux solutions plus chères et plus polluantes comme le fuel ou le convecteur électrique. À ce sujet, sur l'électricité, donc l'électricité c'est une solution noble, une énergie noble et parfaitement adaptée à certains usages spécifiques sophistiqués, tels que l'électronique, les éclairages, les data centers ou l'électroménager. Mais à mon avis, pas pour le chauffage. Là, l'ingénieur que je suis considère toujours que dégrader une forme aussi sophistiquée d'énergie que l'électricité, surtout quand on voit le processus pour la produire, la dégrader sous forme de chaleur, ça reste quand même, ça fait mal au cœur, ça reste une espèce d'aberration technologique. Plus fondamentalement, au-delà des sentiments, la question de la pointe, le chauffage électrique, quand il se met à faire froid dans toute la France, et qu'il y a beaucoup de convecteurs, on tire sur les convecteurs électriques, et les capacités en général traditionnelles de production d'électricité ne suffisent pas, et c'est donc à la pointe, on fait fonctionner les centrales charbon allemandes, sans compter qu'on n'est pas sûr, même de moins en moins sûr, de pouvoir la satisfaire, puisque les centrales flexibles, elles, au gaz, sont en train d'être fermées les unes après les autres. J'en viens à la génération d'électricité. Parce que l'électricité, c'est bien, pas pour le chauffage, mais c'est bien pour beaucoup d'autres usages. Il y a 3 défis à relever à la maille française, voire européenne. J'ai la conviction qu'il faut rénover le bouquet de production électrique pour le rendre plus diversifié et plus équilibré. Dans cette perspective, nous sommes favorables à une politique ambitieuse de développement des ENR électriques, mais adaptée à la maturité des technologies, ce qui veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut d'abord capturer, nous semble-t-il, le potentiel supplémentaire en matière d'hydroélectricité. Il n'est pas gigantesque, mais l'hydroélectricité est une technologie tellement belle et adaptée à la production électrique, ce serait dommage de se passer même du peu de potentiel. Enfin, peu de potentiel, c'est quand même 15%, semble-t-il, par rapport à la production actuelle. Alors là, il nous semble que la meilleure façon de le faire, c'est de s'inscrire dans le cadre du renouvellement des concessions, ouvert à une concurrence large et équitable. Je pourrais, si vous le souhaitez, développer ce que nous entendons par équitable. Il faut aussi accélérer le développement de l'éolien terrestre, qui est aujourd'hui la filière des ENR hors hydraulique, qui est la plus proche de la compétitivité en termes de prix de revient, autour de 80 € par mégawattheure. Je rappelle que nous sommes en France le premier, avec 1200 mégawatts, dans l'éolien terrestre, et de loin. Alors cette politique de développement des ENR nous semble indispensable. Elle doit être également soutenable en termes de financement. Dans cette perspective, il faut accorder la priorité aux ENR les plus proches de la compétitivité dans le système des obligations d'achat. Et les filières les plus éloignées, qui vont se rapprocher de toute façon, doivent faire l'objet peut-être d'efforts en matière de recherche-développement. Et peut-être que les efforts pourraient, là, se concentrer sur la recherche-développement pour les filières qui sont les plus éloignées de la rentabilité ou de l'équilibre. J'ajoute que le développement des ENR électriques, essentiellement d'ailleurs éolien et solaire et biomasse, ne se fera pas sans la préservation des actifs de production d'électricité à partir de gaz naturel. Il y a même une complémentarité. Parce que les centrales à cycle combiné à gaz doivent assurer le relais lorsqu'il n'y a pas de vent et pas de soleil.
Et il ne faut pas que ce complément soit assuré ni par les centrales au fioul, ni par les centrales au charbon. Ce serait absurde d'avoir d'un côté voulu favoriser les réductions de CO2 et de l'autre, quand il n'y a pas de vent et pas de soleil, de pousser sur les centrales les plus polluantes. Or là, j'ai une vraie inquiétude, parce que, vous le savez, le prix du charbon a beaucoup baissé en Europe. C'est l'effet collatéral des gaz de schiste américains qui fait qu'aux États-Unis, l'électricité est produite principalement désormais à partir du gaz, qui est bon marché, ce qui conduit les centrales charbon à s'arrêter. Et au passage, les émissions de CO2 baissent aux États-Unis. Mais ce charbon inemployé dans les centrales est exporté en Europe à un prix très bas. Ce qui fait que ce prix très bas, couplé à l'absence désormais de prix de CO2, fait que les centrales charbon tournent à plein en Europe et qu'elles éliminent les centrales à gaz. Puisque toutes les surcapacités qui existent, qui sont augmentées chaque fois qu'on construit des nouvelles capacités éoliennes, solaires, biomasse, et nous y contribuons. Mais toutes ces nouvelles capacités ne se répercutent pas uniformément sur les technologies. Elles poussent celles qui sont les dernières dans l'ordre de mérite. C'était le charbon qui était en queue. Mais maintenant, du fait du phénomène d'un prix du CO2 qui s'est effondré et d'un prix bas du charbon venant des États-Unis, le charbon passe avant le gaz. Donc les charbons tournent à plein et les centrales à gaz ne tournent plus. Il y a donc là un énorme problème, au passage, qui fait que les centrales à gaz s'arrêtent. Là, en France, on a le débat sur Fessenheim. Bon, Fessenheim, c'est 1600 mégawatts. Ça a été tranché. Nous avons fermé 8000 mégawatts, c'est-à-dire 5 fois Fessenheim de centrales à gaz. Parce que ces centrales à gaz ne tournent plus. La crise des centrales à gaz en Europe est très supérieure à la crise que la sidérurgie a connue au pire moment de sa crise de surcapacité. Donc il y a là une inquiétude, parce que les centrales à gaz sont le complément idéal par leur flexibilité. On les allume, on les éteint comme des mobylettes pour monter en régime. C'est le complément idéal du renouvelable intermittent. Et donc, ce segment est complètement sinistré. Donc, il faut trouver une solution, sachant qu'il n'y a plus de prix incitatif du CO2. Alors, par exemple, c'est prévu dans la loi NOM, dans le principe, pour rémunérer la contribution des centrales à gaz à la sécurité du système électrique, où les ENR prendront de plus en plus de place. C'est le sens du mécanisme de capacité que le gouvernement veut mettre en place à partir de 2016, normalement, évidemment auquel nous sommes favorables. Je crois que cette rémunération de capacité est importante, mais elle ne suffira pas. Il faut restaurer le signal prix CO2, et une des façons, il y a plusieurs façons de le faire, une des façons, c'est de durcir la réglementation sur les centrales à charbon européennes les plus polluantes, simplement en augmentant les exigences. Parce que c'est là que se trouve le problème. La source de l'augmentation des émissions de CO2 dans l'énergie européenne, c'est les centrales charbon. Et donc, puisque le mécanisme indirect du CO2 n'a pas marché, et il a été retoqué, le backloading a été retoqué par le Parlement européen, il faut peut-être revenir à la source et directement interdire que les émissions dépassent un certain niveau pour les centrales charbon les plus polluantes. Donc, ceci nécessiterait une réforme rapide de la directive européenne émissions industrielles. Un point que je voudrais mentionner maintenant, ce sont il ne faut pas oublier, parce qu'on parle beaucoup des ENR électriques, et moi je voudrais parler des ENR thermiques, de la chaleur, à nouveau, c'est-à-dire le biogaz. Nous pensons que le biogaz est une énergie extrêmement prometteuse. Le biogaz, c'est du gaz vert, c'est du gaz produit par la dégradation de déchets organiques
qu'ils soient d'origine urbaine, d'origine agricole ou d'origine industrielle. Alors, ce biogaz peut être utilisé de plusieurs manières. Soit on peut l'utiliser pour faire de l'électricité, soit on peut l'utiliser pour faire de la chaleur, soit les deux dans la cogénération, soit on peut le nettoyer, ne garder que le méthane, et à ce moment-là, on en fait du biométhane, et le biométhane peut être réinjecté dans le réseau de gaz, et on a ainsi une production domestique de gaz. Et c'est le même produit, c'est du méthane. Alors, il y a des exemples. Hein. D'abord, ça a été fait à Forbach. C'est le deuxième site à injecter du biogaz sur le réseau, après Lille, qui a été mis en service l'an dernier. Alors, le choix avait été fait de valoriser le biogaz issu de la méthanisation des déchets urbains pour faire de la cogénération d'un côté et de l'autre du biométhane qui alimente une flotte de véhicules de collecte des déchets. C'est en fait une assez jolie illustration, je trouve, de l'économie circulaire, puisque les déchets sont collectés, on les méthanise, on fait du biogaz et après du biométhane. Et le biométhane sert à transporter, à alimenter les véhicules qui vont collecter les déchets. Voilà, la boucle est bouclée. Alors c'est une solution de valorisation énergétique des déchets, notamment des déchets agricoles. Et là, nous pensons vraiment, je dirais c'est à la fois une opportunité, mais je dirais presque c'est un devoir. C'est un devoir national que d'apporter à notre agriculture, et notamment à l'élevage, qui souffre beaucoup par ailleurs, une source de revenus complémentaires, à l'instar de ce qui se fait dans d'autres pays assez proches, où finalement, pour certaines exploitations agricoles, le premier revenu, ce ne sont pas des productions agricoles, c'est des productions d'énergie. Nous avons d'ailleurs dans ce sens signé un accord avec la FNSEA. Notre objectif, là aussi, c'est d'être le partenaire énergétique du monde agricole. Alors, nous pouvons nous féliciter de la mise en place d'outils incitatifs qui existent. Le tarif de rachat mis en place en 2011-2013, financé par une contribution biométhane sur le gaz naturel. Aujourd'hui, ça démarre. Il faut se donner un objectif ambitieux, il faut réduire les formalités qui sont aujourd'hui trop compliquées. Il faut être réaliste économiquement. Le potentiel évalué par l'ADEME était de 15% de gaz vert en 2030. Nous pensons que si on arrive à passer à 5% en 2020, on pourrait être à 20% en 2030, c'est-à-dire même plus haut que l'ADEME. Donc ça, je crois que c'est l'un des axes principaux que nous préconisons, le passeport et le biogaz biométhane. À plus long terme, il y a une production possible de gaz aussi à partir des ENR électriques, c'est-à-dire on fait la boucle inverse. Les ENR électriques, plus elles vont se développer, plus il y aura de périodes pendant lesquelles la production d'électricité excédera la demande. Donc qu'est-ce qu'on va faire de cette électricité supplémentaire, sachant qu'aujourd'hui on ne sait pas la stocker? Eh bien, c'est l'électricité éolienne qui va produire du gaz. Comment est-ce qu'on va faire? Eh bien, c'est simple. Lorsque les éoliennes produiront de l'électricité qui ne pourra pas être immédiatement utilisée, je vous rappelle que c'est parfois le cas, c'était le cas à Noël dernier en Allemagne, où d'ailleurs le prix de l'électricité est devenu négatif pendant une période assez courte, évidemment. Cette électricité, on peut la mobiliser pour faire l'électrolyse de l'eau et séparer l'hydrogène et l'oxygène. Et l'hydrogène, alors l'oxygène on peut le vendre en l'état, l'hydrogène on peut le mélanger dans une proportion 10-15% au gaz naturel. Le mélange a des caractéristiques assez voisines, enfin, il faut encore bien tester. Et nous on est en train de tester ça à Dunkerque, à la fois pour distribuer cet ITAN, HYTHANE, mélange, pour des flottes de véhicules à nouveau, ou bien, et en même temps, pas ou bien, et sur des écoquartiers nouveaux. C'est donc ce qu'on appelle le power to gas, qui constitue une perspective très prometteuse sur laquelle nous travaillons.
Donc le gaz, à notre avis, est gaz naturel et biogaz, un véritable vecteur de la transition énergétique qui peut apporter un élément de solution à la question du stockage de l'électricité. Un mot, j'en ai bientôt fini, un mot sur la question du prix du financement. Pour un meilleur financement de la transition énergétique, il faut d'abord des prix des énergies qui couvrent leur vrai coût. Sans prix qui reflètent les coûts, il n'y a pas d'incitation à réaliser des économies d'énergie, ni à investir dans les bonnes technologies. Et sans visibilité à long terme, il n'y aura pas d'incitation à investir à long terme. Or, à l'échelle individuelle, la rénovation d'un logement, c'est la même chose qu'une centrale électrique ou un barrage pour nous, c'est un investissement de plusieurs décennies. Et donc, il faut de la visibilité à long terme, tant pour la rénovation des logements que pour les investisseurs et les opérateurs énergétiques. Donc, il ne faut pas fausser le signal prix. Il faut choisir le bon mix énergétique. En tant que premier producteur de l'éolien en France, je peux vous dire que une solution qui est envisagée d'étendre la CSPE électrique au gaz ne nous paraît pas nécessaire pour créer l'incitation. Les ENR électriques se développent aujourd'hui très bien avec le système actuel. Deuxième observation, il y a une nécessité de préserver les publics les plus fragiles. Nous l'avons depuis des années recommandé aux différents gouvernements, à la fois par la préservation et la prévention. Il faut des aides ciblées à la rénovation énergétique, il faut développer la médiation pour l'aide, l'éducation aux économies d'énergie. Et puis il faut également les tarifs sociaux, et donc nous nous félicitons de leur élargissement qui a été décidé par Madame Batho. C'est le complément naturel. Il est normal que la quasi-totalité des consommateurs paient le vrai prix, à condition que la question des ménages en situation de précarité énergétique ait été bien traitée, et c'est désormais le cas. Donc les financements publics sont nécessaires aux actions ciblées, aux priorités. Les financements publics sont également indispensables dans la recherche-développement. Un mot de conclusion, et je suis prêt à répondre à vos questions. Dans le débat national, en tant que fournisseur de solutions énergétiques, nous sommes prêts à continuer à apporter notre expertise sur certains sujets et notre expérience de certaines réalisations concrètes, celles qui marchent, celles qu'on a tentées qui marchent moins bien. Alors, GDF Suez essaye d'anticiper, de s'adapter aux politiques énergétiques. Et là, peut-être juste un tout petit mot sur notre philosophie. Nous considérons que, étant dans des activités d'intérêt général, apporter aux gens l'électricité, la lumière, l'eau, la chaleur, nous portons un peu une fraction de l'intérêt général, ce qui nous donne des devoirs dans chacun des 70 pays dans lesquels nous exerçons nos activités. Et donc nous sommes extrêmement soucieux de nous insérer, de nous intégrer, de nous inscrire dans les priorités des différents gouvernements des pays qui nous permettent d'exercer notre métier. Notre devise, c'est être utile aux hommes. Essayons de l'être dans tous les pays où nous sommes présents. C'est évidemment vrai en France aussi. À travers notre offre d'efficacité énergétique, à travers la diversité de notre mix, à travers notre proximité aussi avec les territoires, notre implantation locale, nous pensons être bien placés pour être le partenaire de la transition
Et surtout, nous sommes une entreprise qui questionne en permanence son propre modèle et vise à s'adapter en permanence. Je veux dire, notre groupe, au fond, n'existait pas il y a 15 ans. Et aujourd'hui, nous sommes comme nous sommes, mais en mouvement. Et en particulier en Europe, nous avons la conviction absolue qu'il faut accompagner, voire anticiper cette profonde mutation du secteur énergétique, qui est ici illustrée par le débat sur la transition énergétique, et que notre business model doit s'inscrire complètement dans cette transition, dans un monde où en Europe, il va y avoir stabilisation ou baisse de la demande, des énergies de plus en plus renouvelables et décentralisées, numérisées, et notre propre équilibre d'activité est un peu à l'image de notre vision des enjeux liés à l'énergie pour la société. Il y a une question de valeur, notre identité très présente chez chacun de nos 220 000 collaborateurs. Nous la traduisons en anglais par By People for People, mais aussi de stratégie. Je le disais, notre stratégie change. Nous voulons être davantage le partenaire de nos clients et pas seulement un fournisseur brut de commodités. Et donc, je redis d'un mot les deux propositions phares, le passeport rénovation, d'une part, et deuxièmement, un objectif ambitieux pour le développement du biométhane, donc 20% en 2030 avec un point de passage rapide à 5% en 2020. Voilà les deux principales propositions que je mets modestement sur la table. Il y a beaucoup de sujets que je n'ai pas traités, le nucléaire, les gaz de schiste, mais d'autres en ont parlé très savamment. Donc, mais je suis prêt à répondre à vos questions. Merci beaucoup. Merci infiniment, Monsieur Mestralet. Je suggère de prendre une première série de questions. J'ai vu une main se lever au fond. Là. On peut y aller? Vas-y, Bernard. Bonjour monsieur, merci beaucoup. Bernard Laponche. Bonjour monsieur. Deux petites questions. La première, c'est plutôt une demande, c'est-à-dire votre activité de service énergétique, soit par contrat de résultat, soit par tiers payant éventuellement, bon, est intéressante du point de vue du fonds, et je vous remercie de ce que vous avez dit sur ce sujet, mais elle est rémunératrice. Et en plus, elle est intéressante financièrement pour les clients. Est-ce qu'il vous serait possible, ce sujet étant très controversé dans le débat, d'avoir une étude sur finalement le coût réel et le financement de la TEP économisée basé sur votre expérience et pas basé sur des on-dit. On avait fait ce travail il y a très longtemps quand j'étais à la FME et depuis il n'y a pas grand-chose sur justement l'expérience des opérateurs. Et ça serait très intéressant par secteur parce que je pense que vous avez beaucoup d'industries et de grands tertiaires, peut-être aussi des copropriétés d'après ce que vous avez dit et des bâtiments. Et donc par secteur et par énergie. Alors c'est peut-être pas très facile, mais vous avez sûrement une comptabilité analytique qui doit permettre de le faire. Et pour nous, ça serait extrêmement précieux parce qu'il y a, je vous dis, il y a des controverses là-dessus. Beaucoup de gens qui disent c'est tellement cher qu'on ne peut pas en faire, d'autres qu'on ne les met pas dans les scénarios parce qu'on ne sait pas combien ça coûte, ce qui est le cas actuellement. Donc voilà, ça serait vraiment un apport au débat qui me paraîtrait très intéressant. Ma deuxième question, c'est que dans le débat, on a eu connaissance du scénario de GRDF, donc ce n'est pas directement vous-même, mais je pense qu'il y a des liens. Ça a l'air assez proche de ce que vous avez dit, mais j'aimerais savoir qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous pensez de ce scénario, s'il y a coïncidence ou s'il y a des problèmes qu'il soulève pour votre propre entreprise. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que vous souhaitez répondre tout de suite ou... Tout? Oui. Oui, le mien marche pas, oui. Est-ce qu'il y a... Ah, c'est mieux, oui, c'est mieux. Hein. Est-ce qu'il y a tout de suite Laurence Tubiana? Laurence. Merci Thierry.
Merci d'abord de votre contribution. Je pense que ça nous a fait beaucoup de bien au moment du débat où nous en sommes. Et donc, de voir la perspective à la fois dynamique et sur les possibilités de transition. Enfin, voilà. Enfin, pour mon compte, en tout cas, ça m'a mis du baume au cœur pour la conduite de ce débat. Et j'aimerais, au fond, vous entendre sur comment vous voyez... alors, on voit à court terme les effets de ces gaz non conventionnels sur les prix de marché. Comment, en analysant un peu les facteurs de demande que vous avez décrits au début de votre intervention, comment vous voyez au fond l'évolution de ce marché de l'énergie à moyen terme? Parce que tout ce débat que nous avons en France sur la transition énergétique et sur le moyen et le long terme, bien sûr, et comment enclencher des réponses adéquates à cet horizon de temps. Et comment, dans quel univers des prix de l'énergie, au fond, vous faites, même si c'est toujours extrêmement incertain, vous faites un pari sur vos investissements et votre vision de l'évolution de l'entreprise. Merci. Alors, sur les premiers points. Alors, sur l'efficacité énergétique, monsieur, je pense que le travail est à faire. D'ailleurs, nous ne le trouverons pas seulement dans notre comptabilité analytique. Je pense que ça nécessite une étude spéciale, parce que, dans certains cas, nous réalisons nous-mêmes les investissements pour le compte de nos clients. Je mentionnais tout à l'heure Airbus. Sur l'usine d'Aéroconstellation à Toulouse, effectivement, c'est nous qui avons investi. On a investi, encore une fois, 15% du coût total de l'usine. Et nous avons un contrat de 20 ans, une concession de 20 ans. Dans d'autres cas, dans les contrats de performance énergétique avec des collectivités locales, nous assurons de la prestation de services. Les investissements sont faits par les collectivités locales. Et donc, le rapport entre le coût de l'investissement, le coût de fonctionnement, rapporté à la TEP économisée, suppose un travail extra comptable. Mais il est parfaitement faisable. Je pense que je me tourne vers Bruno Bensasson, c'est lui qui va faire le travail. Ce travail, on ne va pas l'extraire seulement de nos comptes, mais il est faisable. C'est une étude intéressante. Et évidemment, c'est très différent, je l'imagine, dans l'industrie, dans le résidentiel, dans le tertiaire. Mais on va faire le travail. Alors, votre deuxième question portait sur le scénario GRDF. Oui, alors c'est un scénario qui a été technique, qui a été fait par GRDF. C'est un scénario techniquement réaliste, d'atteinte au fond des grands objectifs environnementaux nationaux, qui repose sur un mix de sobriété énergétique, d'efficacité énergétique, avec une forte pénétration des énergies renouvelables, en particulier en gaz, avec le biométhane et le power to gas, qui ne repose pas sur des hypothèses radicales de changement des modes de vie, comme d'autres scénarios le font, sur, je dirais, la cohabitation transgénérationnelle. Voilà. Ça n'est pas dans nos hypothèses à nous, mais ça montre néanmoins que, en dehors de ces hypothèses, le facteur 4 semble atteignable. En tout cas, c'est un scénario qui montre aussi que le vecteur gaz a un rôle à jouer, et le gaz renouvelable, il a un rôle à jouer dans la transition énergétique, avec des infrastructures existantes qui sont utiles, qui sont un atout pour le développement du gaz renouvelable. Une bonne partie de ces infrastructures ne sont pas à construire. Elles existent. Alors, bon, ce n'est pas un scénario de référence pour nous. D'abord, l'horizon 2050, quand on doit prendre des décisions à relativement court terme, mais c'est un éclairage. Nous élaborons, bien entendu, nous-mêmes nos propres trajectoires, en général à plus court terme, évidemment. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce travail montre que
le facteur 4 est, à nos yeux, une nécessité vis-à-vis des générations futures, et qu'il nous semble possible techniquement. Ça a forcément un coût, et notamment à court terme. Si on veut basculer rapidement vers un scénario de ce type, il y a incontestablement un coût initial, et est-ce que les générations présentes sont prêtes à supporter ce coût? C'est évidemment une question politique de premier ordre. Et avec un prix du CO2 à même pas à 5 euros, à 3 euros aujourd'hui, la question mérite d'être posée, parce que un tel scénario n'est pas montable avec un prix du carbone qui reste aussi bas. Il n'y a plus de signal carbone. Donc pour s'avancer résolument dans un scénario de ce type, il faut rétablir d'une façon ou d'une autre, et nous avons proposé quelques pistes, le signal carbone. Voilà, donc pour nous, le scénario GRDF n'est pas, je dirais, notre scénario, n'est pas un scénario de référence parce qu'on n'en bâtit pas à cet horizon, mais ça donne une vision que le facteur 4 nous semble et souhaitable et possible, et sans faire d'hypothèse, je dirais, de changements sociaux, de comportements sociétaux structurels qui, d'ailleurs, ne sont pas dans notre champ de compétences. Voilà. Voilà ce que je voulais dire là-dessus. Alors, pour répondre à la question de Laurence Tubiana sur la vision à long terme de l'énergie dans le monde, est-ce que les gaz non conventionnels vont révolutionner ou pas le mix énergétique mondial? Les gaz non conventionnels vont prendre une part dans le mix énergétique mondial. C'est déjà une réalité, mais uniquement en Amérique du Nord, aujourd'hui. On n'en voit pas la conséquence sur le marché du gaz aujourd'hui parce que l'Amérique du Nord est une île gazière. Il n'y a pas un mètre cube de gaz qui techniquement ne peut aujourd'hui sortir des États-Unis. Simplement parce qu'il n'y a pas de tuyaux qui conduisent le gaz sur d'autres continents et il n'y a pas encore d'usines de liquéfaction de gaz qui permettent de transporter par bateau. Donc, ni tuyaux, ni bateau, donc il n'y a pas une seule molécule de gaz qui quitte les États-Unis. D'où d'ailleurs, comme les découvertes ont été importantes, nombreuses, la production importante, ce gaz qui ne pouvait pas sortir, qui était surabondant, son prix s'est effondré. Au prix actuel, au passage, il ne permet pas de rémunérer convenablement les exploitants. Les exploitants qui n'exploitent que du gaz de schiste perdent de l'argent. Alors, certains extraient du gaz de schiste et du pétrole dans le même trou. Ceux-là ont de la chance. Aujourd'hui, les pétroliers américains qui font des forages espèrent ne trouver que du pétrole. Quand ils trouvent du gaz de schiste, ils rebouchent le trou. Parce que à ce prix-là, à 3 ou 4 dollars, ça n'est pas rentable pour l'essentiel des gisements. Cela dit, ce gaz dans la roche-mère existe, et le pétrole dans la roche-mère existe en quantité importante aux États-Unis, mais aussi dans d'autres pays qui veulent l'exploiter. Alors, le pays dans le monde où le gaz de schiste serait le plus important, c'est la Chine. Mais les Chinois sont parfaitement conscients que la géologie est plus compliquée, la surface également est plus montagneuse, que parfois il y a des zones à plus forte densité, alors que le désert du Texas, c'est tout plat et il n'y a personne. Donc l'exploitation de gaz de schiste aux États-Unis en fait, est moins coûteuse qu'elle le sera partout ailleurs, à notre avis. Partout ailleurs. Mais le gaz de schiste aura probablement dans les pays qui décideront de l'exploiter, et sous réserve évidemment de trouver les bonnes solutions sur le plan de la protection de la nature. Pour l'instant, il y a des interrogations qui ne sont pas, auxquelles les réponses ne sont pas convenablement apportées.
Mais ça s'inscrira dans un mouvement général dans lequel les deux sources de production d'énergie qui vont prendre la part la plus importante dans tous les scénarios de l'Agence internationale de l'énergie, c'est le gaz et les renouvelables. Le gaz et les renouvelables, qui sont d'ailleurs complémentaires partout dans le monde pour les mêmes raisons. C'est que le vent et le soleil, c'est intermittent. Alors, la production, la technologie dont les coûts de production sont en train de baisser le plus vite, c'est le solaire. C'est le solaire, et il est possible que la production d'énergie solaire est déjà compétitive, disons, dans le grand sud de l'Europe, et a fortiori en Afrique du Nord. La baisse des coûts de production des panneaux solaires vont faire remonter en latitude le point d'équilibre. Un jour, ça viendra aussi chez nous. En revanche, ce qu'on ne pourra jamais faire, c'est produire de l'électricité solaire la nuit, nulle part dans le monde. Et donc, les questions de stockage de l'électricité et les questions de production complémentaires, notamment par des installations flexibles, les installations les plus flexibles, c'est le gaz, montrent que partout dans le monde, gaz et renouvelables vont de pair. J'ajoute qu'en France, bon, on n'aime pas tellement le gaz. Voilà. On n'en parle pas beaucoup. On a l'impression qu'il y a un combat entre le nucléaire et le renouvelable. Et qu'entre les deux, il n'y a rien. Mais si, il y a le gaz. Et dans beaucoup de pays, le développement du gaz se fait à assez grande vitesse, non seulement parce que le gaz est compétitif et bon marché, mais aussi parce que c'est la source d'énergie propre, parce que le gaz se substitue au charbon, et que la façon la plus rapide de baisser les émissions de CO2 partout dans le monde, c'est de remplacer le charbon par le gaz. Vous savez que si on remplaçait par un coup de baguette magique toutes les centrales charbon d'Europe par des centrales à gaz, on atteindrait d'un seul coup tous les objectifs de l'Union européenne. Malheureusement, ce n'est pas ce qui se passe, c'est l'inverse. Les centrales à gaz s'arrêtent et les centrales charbon marchent à fond. Donc ça a le résultat exactement inverse. N'oublions pas aussi la place du charbon dans le monde entier qui ne décroît pas aujourd'hui en Chine, en Inde, en Asie du Sud-Est, en Indonésie. Les ouvertures de centrales charbon sont très importantes. Ces pays ont cette ressource et le charbon est compétitif. Alors, là aussi, les réglementations vont se durcir partout. Les nouvelles centrales charbon sont beaucoup plus efficaces et moins polluantes que les vieilles centrales charbon. Sur la capture, le stockage du CO2, aujourd'hui, c'est même pas la peine d'en parler. Avec un prix du CO2 qui est voisin de zéro, ce n'est plus du tout rentable. Tous les projets s'arrêtent les uns après les autres. Nous avions le dernier projet en Europe, hors celui de Florange, dernier projet qui était à Rotterdam avec E.ON, très grosse unité de capture, de stockage du CO2 sur une centrale d'E.ON charbon à Rotterdam, avec injection sur un gisement déplété sous la mer du Nord, qui avait obtenu le plus fort taux de subvention, 180 millions de subventions de l'Europe, 180 millions de subventions du gouvernement néerlandais, le reste financé par nous. Ce projet-là n'est même plus rentable, avec un prix du CO2 Tous les autres projets ont été annulés. C'était le dernier. Alors, il subsiste toujours. On le maintient en vie. Mais en tout cas, les technologies de CCS ne sont pas pour demain, tant qu'on n'aura pas donné une valeur beaucoup plus grande au CO2. Donc, en un mot, il n'y aura pas un mix unique énergétique dans le monde. Il y aura un mix adapté. Il sera plus hydroélectrique au Brésil,
il sera plus solaire en Afrique, il sera plus géothermique en Indonésie et aux Philippines. Mais les deux points centraux, c'est le développement partout du gaz, qui représentera entre 25 et 30% des mix énergétiques mondiales, et du renouvelable, qui lui va prendre une part croissante avec le temps et avec la baisse des coûts. Merci beaucoup. Madame la ministre. Bon, merci beaucoup. D'abord, je voulais remercier Gérard Mestralet de sa contribution, d'être aussi force de proposition dans ce débat, de la vision aussi que vous avez développée sur l'avenir de la politique énergétique en Europe, comparée effectivement avec ces visions des grands sous-ensembles mondiaux et des enjeux de l'efficacité énergétique. Je voulais revenir sur ce que vous avez dit sur les cycles combinés gaz, puisqu'il y a un enjeu aussi pour la sécurité d'approvisionnement, notamment en France. Et donc ça renvoie à la nécessité effectivement d'une intervention sur le soutien au prix du CO2, qui sera un des enjeux du Conseil européen du 22 mai prochain, suite au vote du Parlement européen sur le backloading. Et il y a effectivement la nécessité urgente d'un mécanisme de soutien au prix du CO2 par rapport effectivement à ces installations, notamment en France. La question que je voulais vous poser, c'était sur le biogaz ou le biométhane par rapport à sa compétitivité. C'est-à-dire, est-ce que vous estimez que dans le cadre d'un plan de développement du biométhane, par rapport aux tarifs de rachat actuels et à l'écart qu'il y a entre le gaz et le biogaz, on peut imaginer au fur et à mesure des années une baisse des coûts qui rendent particulièrement compétitif le biogaz ou le biométhane dans le bouquet de 20% que vous envisagiez à l'horizon 2030. Bien, merci de vos remarques, Madame la Ministre. Sur le biogaz, biométhane, aujourd'hui, les tarifs de rachat nous semblent appropriés à la situation actuelle. J'ajoute également ce que je n'avais pas indiqué, c'est que les objectifs que nous avons indiqués, qui sont même légèrement supérieurs à ceux de l'ADEME, et le point de passage à 5% de biométhane à l'horizon 2020, nous paraissent pouvoir être financés, enfin, pouvoir coûter avec ces tarifs-là moins de 1% par an dans le prix des tarifs du gaz. Et on pourra affiner ce chiffre et le partager avec vos services. Alors aujourd'hui, c'est nettement au-dessus, évidemment, du prix de revient. Avec le temps, il va y avoir des améliorations sur l'efficacité des méthaniseurs, l'efficacité des équipements de filtration, de purification, et également dans la collecte elle-même de la biomasse. C'est un des grands problèmes aujourd'hui, c'est que les exploitations agricoles qui se développent dans la méthanisation n'ont pas d'alimentation suffisamment régulière des méthaniseurs. Et parfois, ils restent pendant des jours, voire des semaines sans alimentation. Donc ça pèse sur la rentabilité. Et un des éléments très importants de l'amélioration de l'efficacité et donc de la rentabilité et de la baisse des coûts sera la régularité, aussi la baisse des coûts dans l'approvisionnement en produits organiques, en matières organiques destinés à alimenter cette filière. Mais je ne peux pas vous dire qu'un jour ce sera à parité. C'est l'objectif qui doit forcément être visé. Mais ceci devrait représenter néanmoins pour le monde agricole un complément de revenus
très, très important. On le voit en Allemagne, où encore aujourd'hui, les prix de rachat du biométhane sont quand même très, très élevés et très incitatifs. Mais c'est une véritable source de revenus. Merci. S'il y a une dernière question, j'en ai une d'un internaute, mais je crois que vous y aviez un petit peu répondu au début de votre intervention, qui est la diminution de la demande résultante de mesures d'efficacité ou d'une diminution économique de la demande. Donc je pense que c'est la diminution de la demande en Europe. Et je crois que vous aviez un peu répondu tout à l'heure sur la question du découplage, mais vous pouvez y répondre. Est-ce qu'il y a une dernière question dans la salle? Alors, M. Mestrallet a tellement bien couvert tout. Avec succès. M. Turmes et M. Jouzel, et on s'arrête sur les deux là. M. Turmes. Moi, j'ai une question précise. Donc, pour moi aussi, le gaz est très complémentaire aux énergies renouvelables. Et au niveau de la politique énergétique européenne, en fait, la prochaine grande décision seront les objectifs 2030. Et donc, est-ce que Gaz de France-Suez, si vous dites que les renouvelables et les gaz sont très complémentaires, est-ce que vous nous appuyez, et je crois que je peux parler aussi pour la ministre, dans notre combat sur des objectifs contraignants renouvelables en 2030, parce que ça devrait aller être très en phase avec ce que vous avez présenté aujourd'hui. Peut-être Jean Jouzel directement, on peut passer le micro. Non, je sais que c'est lointain, je sais que c'est lointain à venir, mais on peut aussi imaginer à long terme utiliser le CCS pour le gaz. Enfin bon, au point où on en est, on en est encore loin, bien sûr. Oui, sur le premier point, évidemment, tout dépend du paramétrage. Mais sur le principe d'avoir des objectifs de point de passage en 2030 par rapport à l'horizon de 2050, nous sommes très favorables. Si vous voulez, ce que nous souhaitons, c'est d'avoir de la visibilité. De la visibilité des règles, des paramètres, et qu'on s'y tienne. Après, nous, on fait notre travail. Notre travail d'industriel, quand on connaît les règles du jeu, on regarde et on investit, on prend nos risques. Mais le pire pour nous, c'est qu'on nous donne des orientations, on s'inscrit dans une perspective, et puis 2 ans après, on change complètement. Là, c'est la meilleure façon de créer l'abstention à l'égard de l'acte d'investissement. Donc, moi je crois avoir été assez clair sur la complémentarité renouvelable gaz, sur l'intérêt de développer en France la filière du biogaz. On a la matière première. Et donc nous nous inscrirons dans ces orientations tout à fait clairement. Je vous ai raison. Le CCS, à partir du moment où on sait, je dirais, extraire d'un mélange d'eau vaporisée et de CO2, mettre d'un côté l'eau, de l'autre le CO2, que ce mélange a été produit par une centrale à gaz ou une centrale charbon, on sait faire. Ça s'applique également. Alors simplement, c'est un tout petit peu plus utile pour le charbon, puisque le charbon produit 2 fois plus de CO2 à quantité identique d'énergie. Voilà. Écoutez, il me reste à vous remercier. Je crois que tout le monde a été captivé par votre présentation générale et précise. Merci à vous en tout cas. Merci beaucoup. Merci. Je vous suggère que nous fassions 5 minutes de pause avant de reprendre avec M. Turmes. Je sais qu'il y a des journalistes dans la salle, et donc si